Bonjour à tous, bienvenue pour le Calisthenics Science Podcast épisode 48. Encore un épisode solo de la part de 012 Workout et on va parler aujourd'hui de planche. Donc c'est dans la même optique que le dernier sur le front lever. Donc j'espère que l'épisode sur le front lever vous a plu, j'ai eu quelques retours et ça avait l'air d'être le cas. Et du coup on va continuer dans cette optique à vous parler de mouvement et donc on va développer la planche dans cet épisode. Voilà, donc le dernier épisode était assez long, donc je vous ai dit au début, ok ça va être un épisode un peu plus court que d'habitude, 30 minutes, et finalement c'était 1 h 30, et donc on va essayer de garder la même structure pour la planche, et peut-être que ce sera un peu moins long, parce que voilà, là on était un peu dans le rythme, je vais essayer d'aller un peu plus à l'essentiel que dans le front lever. Mais voilà, de toute façon, j'espère que vous trouverez aussi beaucoup de bons tips, de secrets pour apprendre votre planche. Peut-être que vu que c'est un format long et on va dire un peu plus indigeste, c'est le secret pour atteindre et avoir des connaissances sur un mouvement. Et puis parler de ce genre de mouvement, finalement, c'est toujours super cool quand on est vraiment motivé par cet apprentissage et par toute la méthodologie derrière. Et je pense que au plus on en sait, enfin au plus on peut se faire une réflexion sur le mouvement. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé d'apporter dans le dernier épisode sur le front lever. Et qu'on a essayé d'apporter aussi sur les autres mouvements. Encore une fois, c'est jamais une vérité, il faut toujours parler du contexte, chacun a sa propre expérience sur les mouvements, donc il ne faut pas non plus boire cette méthodologie comme si c'était une valeur sûre, et puis voilà, il faut toujours contextualiser un peu la chose, voir un peu en fonction de votre propre expérience et de l'expérience de ceux que vous allez entraîner, et adapter certaines choses. Maintenant, voilà, c'est toujours bien d'avoir quand même son système, sa méthodologie pour être sûr de faire les choses correctement. Et en général, si vous appliquez ces tips, il y a quand même de fortes chances que vous soyez dans la bonne direction et que vous progressiez grâce à ça. Donc, au menu du jour, on va parler de définition de la planche. C'est quoi une planche c'est quoi la bonne technique pour avoir une planche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On va voir les différentes progressions à travers la planche, hein, les propriodurédix, enfin je suis plus propriodix, enfin en anglais, donc bref, je l'ai mal exprimé. Donc progression en français c'est plus facile. La méthodologie générale, donc voilà un petit exemple de méthodologie. Ok, il faut faire X séries pour passer au niveau suivant. Ensuite, les exercices d'assistance, un exemple de programmation, et on va parler un peu de mon histoire en planche, mes approches, comment est-ce que je me suis entraîné tous les jours dedans, les programmes que j'ai fait, planche pro, etc. Le grise de groove dessus par exemple, et voilà, plein de petites choses que j'ai pu expérimenter sur la planche. Donc, let's go, on va commencer par la définition. C'est quoi une planche? Une planche, c'est par définition, enfin c'est pas le gainage qu'on peut connaître dans les salles, hein. Donc souvent on va se dire ouais moi je fais une planche, et tout le monde dit qu'ils font la planche mais ils font juste on va dire la position du gainage, on appelle ça, ou planche, parfois on appelle ça aussi comme ça, c'est peut-être plus, ça dépend un peu des gens, sur les coudes avec la position d'appui tendu en chute faciale. Sauf que là, on n'est pas sur les coudes, on est sur les mains, et on a les bras tendus et les pieds en l'air. Donc on tient que sur deux mains, avec les bras tendus, et idéalement un corps parallèle au sol. Parallèle au sol. Donc à partir du moment où vous avez les pieds qui ne touchent pas le sol, que vous avez les bras tendus et le corps parallèle au sol, je pense qu'on peut dire que vous êtes en planche. Maintenant, voilà, il faut voir un peu la forme, mais souvent on est parallèle au sol, parfois il y a un bassin plus haut, plus bas, les bras avec un peu de flexion, les genoux, les jambes pas complètement tendues, et c'est là qu'on va parler de bonnes techniques et d'activation, évidemment, pour avoir une bonne planche. Donc voilà, c'est un mouvement de gymnastique, il est quand même bien utilisé, il est plus utilisé que le front lever dans la gymnastique, il vaut plus de points. Je pense que dans les difficultés, le front lever il est mis au même niveau que le back lever, en élément de force dans la comptabilité des points, et la planche est quand même un peu au-dessus. Et c'est vrai que de manière générale, voilà, c'est un mouvement qui va demander
plus de complexité, enfin plus de, plus de temps, plus de difficulté que le front lever. Donc pour une moyenne de population, la planche nécessite quand même plus de temps, surtout pour l'avoir correctement. Même si certains ont quand même plus de facilité en poussée ou plus de facilité en planche qu'en front lever, mais de manière générale, si on établit à une moyenne, bah, la planche sera quand même vachement plus difficile. Pour vous donner une idée en termes de temps d'apprentissage, même si c'est jamais excellent de parler comme ça, on va dire que pour un gars qui quand même qui a déjà une bonne base, on va dire, un front lever, on peut compter en moyenne 1 an, et une planche, idéalement 2-3 ans, quoi, 3 ans en général. Maintenant, voilà, pour la perfectionner, ça peut être beaucoup plus long, moins long. Certains vont débloquer aussi des full planches en un an, en 6 mois, donc voilà, ça dépend vraiment des gens. Et puis oui, il y a vraiment le fait de la perfectionner, il y a vraiment des puristes de planche, il y en a, c'est leur discipline à part entière, hein, la planche. Donc on peut vraiment aller très très loin dans ce skill, puis se diriger vers les maltises, les planches à un bras, etc. Mais dans cet épisode, on va juste parler de planches purement et durement, et peut-être un peu des variantes dynamiques, mais on va pas aller sur la maltise ou d'autres variantes plus extrêmes. On va rester réaliste et sur terre. Euh, donc pour la planche, j'avais un petit truc à dire en plus, en parallèle avec le front, sur le temps d'acquisition. Donc voilà, ça va dépendre aussi à chaque fois, comme le front lever, hein, de votre taille, de la difficulté sur le mouvement. Ah oui, je voulais dire en fait, de nouveau de votre taille, plus vous êtes lourd, plus vous allez avoir de mal. Par rapport au front lever, je trouve que l'impact du poids des jambes est moins important sur la planche. Donc ça, c'est un truc que j'avais dit dans l'épisode d'avant. Donc je vous invite à vous y référer. Mais voilà, c'est clair que ça va jouer énormément aussi, surtout je dirais plus la longueur des jambes de manière génétique, et les bras de levier. Et au niveau des insertions musculaires, bah, ça va être plus sur la taille de vos dorsaux, de vos deltos et de vos biceps. Donc bah, au plus vous avez des longs biceps et des gros biceps, au plus vous allez avoir facile. Et pour l'insertion des épaules, bah, voilà, si vous avez des bonnes insertions, bah, vous allez avoir peut-être plus de deltos. Et donc voilà, c'est vraiment les muscles travaillés principaux, ça seront le deltoïde, le biceps, tout ce qui est scapulaire, hein, vraiment le dentelé antérieur, il faut vraiment bien l'activer. Les pectoraux vont quand même jouer un très bon rôle aussi, l'air de rien, ça va être hyper important quand même. Et puis bah, vraiment la fixation de l'omoplate, votre capacité à protracter, et puis à activer vos hanches, vos fessiers, vos extensions, vos extenseurs de hanches, mais voilà, c'est une activité très très faible. Si on considérait un muscle principal qui va être sollicité en planche, bah, c'est le deltoïde antérieur, pardon. Deltohante, biceps, donc les pecs. Voilà. Le mouvement, c'est une antépulsion d'épaule aussi. Donc, ouais, si je dis pas de bêtises. Bon, après, voilà, je vous invite à regarder les mouvements. C'est une flexion d'épaule vers le haut et on doit lutter contre la résistance du sol. Bon, c'est pour perfectionner la définition. Et avant, ouais, donc je parlais de faculté d'apprentissage aussi, juste avant ça. Donc voilà, on est un peu dispersé, hein, de nouveau. Bon, après, je vais essayer d'être plus structuré dans la technique, mais pour compléter un peu ce que je disais en difficulté d'apprentissage, c'est que par exemple, d'observation, il y aura très 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 peu de monde qui vont réussir une planche sans l'avoir entraîné. Donc peut-être à part des gymnastes qui ont déjà fait beaucoup beaucoup de press to handstand ou de mouvements bras tendus, même la personne la plus forte du monde, si on la met sur une planche, il y a peu de chances qu'elle y arrive. Tandis que le front lever, on peut avoir des powerlifters qui ont des super bons rapports poids-force, qui deadlift 300 kg avec 70 kg de poids de corps. Là, il y a quand même certaines chances qu'ils aient un front lever, ou des grimpeurs sans entraîner, bah, ils font des front lever. Tandis qu'une planche, même s'il y a un powerlifter qui a un super rapport poids-force, qui bench 3 fois son poids de corps, et qui va plancher, bah, je pense que ça va être compliqué pour lui, parce qu'il n'aura pas l'habitude d'avoir ses bras tendus. Voilà, je disais à un gymnaste là qui a l'habitude de presser ou quoi, là il pourrait l'avoir, mais donc c'est vraiment un mouvement extrêmement spécifique, et surtout pour l'avoir de manière, on va dire, clean, perfect form. Là, ça sera encore plus de spécificité, évidemment. Donc voilà, petite parenthèse pour, on va dire, l'accessibilité sur le mouvement. Beaucoup de patience, voilà, les muscles principaux qui sont sollicités, et voilà, on a une petite définition globale et l'accessibilité sur le mouvement.
Passons à la technique, hein. Donc on va rebondir un peu sur la définition. Moi j'aime bien faire du haut au bas ou de la technique, enfin voir les articulations, les membres, les segments de bas en haut ou de haut en bas, on va dire. On va partir de la première chose, on va dire le poignet qui sera en contact avec le sol. Et chaque fois on va parler un petit peu de chaque partie pour se faire une idée globale. Et puis il faudra évidemment adapter ça par rapport à vous et par rapport à ce que vous avez besoin. Donc souvent quand vous allez vouloir implémenter une technique sur un skill ou quoi, ça sera bien de voir c'est là où vous avez plus de mal à comprendre le mouvement ou à l'activer. Par exemple, si toute votre planche est presque bien mais que vous avez vos poignets qui sont pas bien activés, voilà, il faudra se concentrer sur les poignets. Ou à l'inverse, tout le haut de la planche est bien mais il y a un petit souci au niveau des hanches, il faudra peut-être plus se concentrer sur la hanche et trouver éventuellement ce qui va convenir pour pouvoir concentrer sur cette partie. Bref, là c'était une petite application pratique. Donc pour la technique au niveau des mains, donc on va toujours, on peut en général on va éviter une prise de pronation, donc au sol, et on va privilégier, donc ça sera le grand débat entre planche au sol ou planche sur des barres parallèles. Idéalement c'est mieux de la prendre sur les barres parallèles. Vous allez éviter beaucoup de stress sur les mains, sur les poignets, et donc préserver ses poignets ça va être fondamental en planche. Vous allez peut-être même activer certains muscles de l'avant-bras un peu plus facilement que au sol. Maintenant voilà, je peux comprendre aussi l'idée que certains veulent l'avoir au sol pour pouvoir la faire partout, parce qu'ils préfèrent ça, parce qu'ils veulent la transférer un peu plus. Mais moi je pense qu'on peut très clairement apprendre sa planche aux barres parallèles pour, on va dire, se faciliter la vie, se faciliter l'apprentissage. Et puis à partir du moment où on veut l'avoir au sol, là on peut essayer de s'entraîner et de se reconditionner petit à petit au sol. Parce que même si vous le faites sur les barres parallèles, vous allez quand même conditionner pas mal vos mains, vos poignets, et puis vous allez pouvoir switcher au sol. Mais je pense que la prendre directement au sol, ça risque, vous prenez un peu plus de risques, mais ça ne rendra pas le mouvement plus impossible ou vachement plus compliqué. Donc ça c'est une question de préférence personnelle. Et puis aussi sur poignet, sur barre parallèle ou quoi, et vous allez avoir peut-être un peu plus d'opportunités en termes de variantes sur le mouvement. Par exemple des planches push-ups, vous allez avoir plus d'amplitude si vous êtes sur des barres parallèles plus hautes. Le site à planche par exemple, donc voilà, il y a pas mal de petites choses en plus qui vous offriront les barres parallèles. Et en plus, sur les barres parallèles, vous allez prendre les planches un peu plus en prise neutre, ça sera un peu moins stressant aussi. Vous allez peut-être pouvoir activer un peu plus de muscles de l'avant-bras. La position de l'avant-bras sera un peu plus naturelle. Donc, mais l'orientation sera un peu comme si vous étiez au sol, donc on va dire tourner les mains légèrement vers l'extérieur. A priori, 45 degrés vers l'extérieur, parfois plus, parfois moins, ça dépend un peu de vous. Certains veulent l'avoir aux anneaux ou pour limiter vraiment le stress. On va dire la position la moins stressante pour les poignets, c'est les mains en supination. Donc les mains retournées vers vous, mais le stress sur le biceps c'est beaucoup plus important. Donc ça c'est plus dur. Et ça sera peut-être plus spécifique à la gym ou à une planche aux anneaux. Donc parfois il y a des gymnastes qui veulent la planche aux anneaux, ils s'entraînent au sol et ils mettent les mains vraiment tournées vers eux. Et là c'est clair qu'en termes de souplesse de poignet c'est beaucoup moins stressant, mais en termes de souplesse, de stress sur le biceps, le risque est quand même très, très important et plus dur aussi. Mais c'est pas infaisable, je pense qu'il faut... Voilà, après c'est quand même plus compliqué de cette manière en général aussi. Donc idéalement, on va dire, on va standardiser, on va toujours parler de technique qui va s'appliquer à la plupart des gens et de ce qui marche le mieux à mon sens, en tout cas. Donc voilà. Donc les mains légèrement tournées vers l'extérieur, 45, sur des petites parallèles en général. L'idée c'est d'avoir toujours un agrès qui va vous faciliter la vie pour rentrer plus facilement en position et vous allez passer le plus de temps de qualité sur le mouvement. Donc en général des barres parallèles plus basses, c'est plus facile parce que votre bassin sera plus haut et que vous allez pouvoir le placer directement dans la bonne position. Tandis que sur des grandes barres parallèles, vous allez devoir soit vous mettre un peu plus en hauteur ou soit partir d'en bas et devoir monter le bassin et donc vous allez perdre de l'énergie. Donc ça c'est pour la hauteur de main. Ensuite donc on a les mains, ensuite on va monter un petit peu plus haut, boum, le coude
le coude, bras tendu, obligé, donc vraiment verrouillé. Une légère flexion. Parfois, il y en a qui sont quand même une approche où ils se disent ok, on peut, dans certaines phases, parfois ils font des cycles de masse, ils se disent on va mettre plus de stress, on va plier un peu le coude ou quoi. Mais je suis pas hyper certain de ça, hyper convaincu, même de limiter un peu le stress pour faire un peu plus de delto, être moins spécifique. Mais je pense que c'est vraiment un mauvais défaut à avoir et c'est extrêmement dur à corriger. Donc, et en tout cas au début, obligatoirement essayer de conditionner un peu ses bras et quitte à les conditionner avec des intensités très faibles, ce qu'on verra après, avec des planches lean, même avec très peu d'inclinaison vers l'avant, même avec peut-être du ring stern out ou de l'appui bras tendu pour s'habituer à avoir ses bras tendus. Donc vraiment les coudes verrouillés. Comment est-ce qu'on va verrouiller les coudes? Un bon truc c'est de bien activer les triceps, et ça c'est un petit point assez négligé en général, l'activation du triceps en planche, et c'est assez complexe aussi, parce que quand vous y pensez, ça se reflète pas souvent dans le mouvement, c'est assez dur à observer, voir la contraction du triceps, et si vous y pensez trop, vous allez moins activer vos épaules ou d'autres mouvements, et donc ça rend le mouvement un peu moins facile. Donc je pense que c'est pas un truc à travailler dans un premier temps, mais par exemple une fois que vous maîtrisez super bien votre progression, pourquoi pas penser à activer un peu plus ce triceps. Mais dès le début, vous devrez de toute façon l'activer pour avoir les bras tendus, mais l'activer de manière un peu plus extrême, là ça sera peut-être par la suite, on va dire. Donc bras tendus, triceps, l'orientation des coudes, parfois il y en a ils aiment bien avoir le coude un peu plus rentré vers l'intérieur, parfois un peu plus on va dire extérieur. Idéalement je pense qu'il faut quand même avoir les coudes dans l'axe du bras, donc l'orientation du biceps dans l'axe de la poigne. Ça se fait un peu naturellement, il ne faut pas spécialement y penser, ça dépend un petit peu de vous. Ensuite on va monter à l'épaule, et là c'est là où il y a le plus à dire et c'est là où c'est le plus important. Donc l'épaule, number one, je dirais, c'est la dépression. Donc c'est toujours avoir l'épaule dans sa capsule, parce que c'est là où vous allez le moins à risque de blessure, même si le mouvement sera un peu moins... même si c'est plus dur à comprendre au début. Et que, voilà, on va dire, la protraction sera peut-être plus belle ou plus planche, on va dire, dans les critères que la dépression, mais la dépression est vraiment fondamentale pour éviter la blessure et finalement même prendre la vie plus facile, parce qu'en fait si vous dépressez bien vos épaules, vous allez diminuer le bras de levier aussi de votre corps, et donc le lean aussi, donc c'est extrêmement important, et puis ça va activer vos dorsaux en plus, ça va mieux activer le dentelé, ça que du bon en fait, donc ça c'est vraiment un indétrônable aussi, et il n'y a même pas de question de tension longueur, c'est juste le muscle est activé ou non, et il faut l'activer. En général, la dépression, vous allez voir que votre dorsale va se contracter. Et donc la dépression, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de rentrer ses épaules dans ses poches. Donc hop, vous faites une pompe et vous devez avoir vos épaules le plus bas possible, comme en soulevé de terre, vous devez avoir vos épaules le plus bas possible, comme en front lever, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent. Donc épaules le plus bas possible, vraiment le plus rentré. Donc ouais, dépression, et ça va être indispensable dans beaucoup de progression, même si certains exercices dynamiques vont mettre un peu cette dépression en challenge, on va dire. Donc la dépression, ensuite au niveau, un peu allié à ça, il y a vraiment cette protraction au niveau de la scapula, donc là on va essayer de rentrer les pecs, d'arrondir le dos, d'avoir un dos de chat, donc c'est ce qui va vraiment activer le dentelé. Le dentelé, je pense, ça va être l'activation qui va vous limiter le lean vers l'avant. Donc le lean, c'est quoi? C'est l'avancée des épaules. Et donc ça va être très dépendant aussi des personnes, des bras de levier, etc. Au plus vous êtes grand, au plus vous avez des grandes jambes, au plus vous avez des leviers moins favorables, au plus vous allez devoir avoir les épaules vers l'avant. Mais au plus vous serez fort, je pense, au plus vous aurez un dentelé puissant, au plus vous allez pouvoir compenser ce fait d'avancer les épaules. Parce que si vous avancez l'épaule à l'extrême, vous faites une dead planche qu'on appelle ça, donc c'est une planche où vous avez presque les épaules à la hauteur des poignets, on va dire en termes de hauteur, et donc vous êtes presque au sol, mais vous êtes en l'air. Ça c'est une planche un peu dure et elle n'est pas très belle aussi esthétiquement. Et parfois quand on voit certains qui utilisent des élastiques, ils arrivent vite dans des progressions comme ça.
Et c'est pas le but du tout, hein. Le but c'est toujours d'être assez spécifique au niveau de l'angle. Et donc je dirais, voilà, par rapport au poignet, c'est toujours avoir un angle entre 30 degrés et peut-être 60, hein. Et on va dire les meilleurs plancheurs, bah, ils ont, à 60 degrés, ils ont une full planche. Et les moins bons, bah, à 30 degrés, enfin les moins bons, ceux qui sont moins favorisés. Mais après, c'est beau aussi, une planche où on ligne vers l'avant. Et ça va être fort dépendant. Bah, disons que vraiment, en fait, c'est toujours le bon compromis entre bah, tout le travail du delto et le travail du dentelé qui va pouvoir, enfin, l'alliance des deux va vous rendre un beau lean et une belle planche bien activée aussi. Donc le fait d'avoir une bonne protraction, bah, ça va limiter un peu ce travail-là. Voilà, parfois il faut essayer de penser à pousser ces omoplates, enfin, elles sont tournées vers l'extérieur et on va dire écartées. À penser à essayer de pousser dans la base de la main, avoir ces omoplates vers le haut. Ça, je vais peut-être le dire dans les activations. Donc dépression, protraction, hop, ça c'est. Il n'y a pas de trop. Maintenant, voilà, il ne faut pas exagérer non plus la protraction. Parfois, il y en a, ils mettent beaucoup trop d'énergie dessus, et ils ont vraiment le dôme est hyper en dos de chat. Et il y avait eu un petit débat il y a quelques années, enfin, avec quelques influenceurs, ils disaient là, il faut mieux avoir une position neutre pour la tension longueur du muscle plutôt qu'une protraction. Et ça, maintenant, je pense qu'avec 2-3 ans plus tard, maintenant, on voit que non, ça c'est faux, il faut quand même avoir une protraction. Je pense que le dentelé sera quand même mieux activé et finalement on va quand même il faut quand même aller dans cette activation plus grande du dentelé qu'une activation avec une tension longueur peut-être plus faible pour être en position neutre. Ça, je pense que c'est pas idéal. Et c'est moins beau déjà esthétiquement, et en plus même je pense qu'en termes de facilité sur le mouvement c'est moins top aussi. Et maintenant ça va aussi dépendre beaucoup de l'individu, hein. Parfois on voit, je pense que ça dépend beaucoup des longueurs aussi, enfin des muscles et de la morphologie des gens. Il y a des gens, ils ont des grosses syphoses aussi assez prononcées. Et donc même naturellement on va voir qu'ils ont déjà en protraction, et à l'inverse d'autres qui ont peut-être une moins grande syphose, et même s'ils ils font une protraction maximale, on ne la verra pas, quoi. Et puis bah, voilà, ça va dépendre aussi des planches. Donc ça va être très, très dépendant. Mais en tout cas, avoir cette intention-là avec la dépression, c'est le principal. Donc, on a fait l'épaule, hein. Qu'est-ce que je pourrais dire sur l'épaule? Pas grand-chose, hein. Peut-être que si j'ai un truc à dire, je le retirerai plus tard. Donc parfois, pour bien activer cette protraction, cette dépression et limiter le lean, il faut parfois penser à tirer ses épaules vers le haut et l'arrière, plutôt que toujours chercher à avancer cette épaule. Au niveau du regard, de la tête, ça dépend un peu. Parfois c'est bien d'avoir un repère fixe. En général, en planche, c'est pas un truc que j'y pense beaucoup. À l'inverse, en front lever, c'est hyper important de garder vers l'avant pour garder l'engagement des abdos. Peut-être en planche, éviter l'hyperextension, donc regarder trop devant. Parfois là, ça peut pas être génial, hein. Donc parfois vous allez avoir votre rituel, vous allez peut-être avoir un regard fixe sur l'endroit où vous vous entraînez. Après, à voir si vous avez besoin d'y penser ou pas. Moi, je dirais qu'il faut garder la tête neutre, on va dire. Garder la tête froide dans vos planches. Donc, voilà, ça dépend vraiment de vous. J'ai pas trop d'avis dessus, en tout cas sur la position de la tête. J'ai expérimenté un petit peu, parfois en me disant, ok, je regarde vraiment un point fixe, je regarde vers l'avant. Ça dépend. Pas sentir vraiment de bienfait à me fixer un point de repère sur le regard. Ensuite, on va redescendre un petit peu, hein, donc la tête, hop. Là, on va arriver aux abdos. Les abdos, bah, ça va toujours en parallèle, hein, on va dire, des fessiers. Donc, voilà, idéalement, ils doivent être quand même bien contractés pour pas avoir ce dos creux, cette antéversion du bas du dos qu'on voit souvent, hein. Parfois, on voit le haut qui est assez bien activé, on va dire, et puis on voit un beau creux, et les gars pensent à faire une hyper extension des jambes, et ça fait un peu une banane à planche. C'est pas hyper beau non plus, et esthétiquement, enfin, ça peut rendre le mouvement plus facile de faire une planche cambrée, on va dire. Enfin, ça le rend plus facile, c'est sûr, certain, mais esthétiquement c'est moins beau. Et même je pense qu'aussi la synergie du dentelé, des abdos, des fessiers et tout va peut-être sur le long terme rendre le mouvement plus facile aussi, plus, enfin au début ça risque de demander quand même beaucoup plus de temps pour l'apprendre, mais à terme ça risque de le rendre plus beau aussi. Après voilà, en fonction de vos critères aussi, ça va dépendre, mais je pense que c'est important de garder
ces abdos bien activés, et ça va toujours être en parallèle, en synergie avec les fessiers. Et donc pour avoir le bas du dos bien plat sur les mouvements. Et ça sera hyper important. Et les abdos, ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir les activer même déjà en tuck planche, un peu plus que par exemple un tuck front lever, où là, comme je vous ai expliqué, je ne serais pas fan de la progression. La tuck planche, à l'inverse, quand vous allez bien activer vos abdos, limite vous allez sentir des crampes, voire des pumps, un pump au niveau des abdos, ce qui est plus dur à obtenir, on va dire, en termes de, de front lever, de tuck front lever. Et donc les abdos, hyper important. Maintenant, pensez à fond à les contracter, ça sera pas non plus. Parfois, ça sera beaucoup plus sur les hanches, les fessiers. Et les abdos, vous allez pouvoir les sentir dès la ligne, par exemple, dès les planches lignes, pour toujours avoir un peu cet axe, cette ligne épaule, bassin, pied, qui doit toujours être, on va dire, droite. Et donc, si vos abdos sont pas activés, ben, vous allez soit être dans la ligne, mais on va avoir un beau creux au niveau des lombaires, ou alors vous allez être peut-être trop haut, donc le bassin un peu en pike. Donc, il y aura peut-être pas assez d'activité des abdos ou des extenseurs de hanches aussi, ou des fessiers justement. Donc voilà, c'est toujours cette synergie. Ensuite, on va passer aux fessiers. Donc fessiers, très important. Pour activer aussi les fessiers et les abdos, parfois il va falloir penser à pousser son bassin vers le bas. Donc parfois on voit des planches qui sont beaucoup trop hautes, avec le cul un peu trop haut. Et c'est bien d'avoir cette intention-là. Je pense que ça peut activer un peu plus le dentelé, ça peut activer un peu plus les épaules aussi, et vous forcer à avoir les bras tendus. Mais il faudra vite penser à pousser un peu le bassin vers le bas. Donc à partir du moment où vous avez une bonne protraction, dépression, pensez bien à activer le bassin vers le bas. Là, vous allez avoir une belle planche bien engagée, et vous allez le sentir en général. Et tout ce travail-là, ça peut prendre énormément de temps de nouveau. Mais donc avoir cette poussée du bassin vers le bas, et ça vous allez pouvoir le travailler dès la planche ligne. Et donc pour pousser le bassin vers le bas, vous allez faire une rétroversion, donc avoir le bassin qui va basculer vers l'avant. Donc vous allez avoir les fesses serrées, les abdos serrés, et cette position là sera importante. Et ce qui va la mettre en challenge, on va dire, ça sera surtout déjà peut-être votre advanced tuck planche, parce que là vous allez avoir vraiment un bras de levier beaucoup plus grand et que ça va être plus dur à maintenir. Et ensuite, ça sera surtout en straddle, parce que là, on va dire que l'abduction va, à un certain degré, empêcher la rétroversion. Donc si votre straddle est trop importante, votre rétroversion sera quasiment impossible. Donc c'est pour ça qu'avoir une bonne rétroversion avec une straddle, c'est un peu plus compliqué. Et que parfois, c'est pas mal de passer directement à la full avec élastique. Et ça, on en parlera dans la progression. Ou alors à une straddle, mais très très close, très serré. Et ça va être très individuel aussi. Donc vraiment là, cette rétroversion, ça sera hyper important. Ensuite, au niveau des jambes, ça va dépendre aussi des progressions que vous allez faire. En général, en tuck, vous allez garder vraiment vos genoux le plus proche possible des pecs. Les talons presque toujours près des fesses, c'est bien pensé, comme ça vous allez standardiser aussi les progressions. Puis vous allez essayer de conserver ces talons près des fesses en advanced tuck. Mais en advanced tuck, il faudra avoir les genoux en dessous du cul, donc en dessous du bassin, avec un angle de 90 degrés, 90 degrés. La super advanced tuck, là ça dépend un peu, on va parler dans les progressions aussi. Mais donc vous allez toujours avoir ces fessiers contractés, et là vous avez les abdos, les quadris, ils vont pas trop être engagés, ça sera plus les ischios. Et parfois en advanced tuck, vous allez sentir des crampes aux ischios. Donc ça, je vais vous parler aussi dans une progression, après une progression pour apprendre un peu ces positions de jambes qui sont très importantes. Donc voilà, les ischios en général, ils vont quand même travailler un petit peu avec les talons près des fesses. Et ensuite, vous allez peut-être passer à la straddle ou à la full. Et donc là, vous allez quand même devoir penser l'extension de hanche sera plus importante, mais de nouveau, il n'y a pas besoin de faire des tonnes de reverse hyper extension ou de deadlift ou que sais-je pour muscler ses lombaires. Ça sera très 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 faible, et quasiment tout le monde a déjà la force pour le faire. Il faut juste comprendre les activations et les implémenter dans la progression. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que la spécificité du mouvement, donc soit avec élastique, soit avec des positions bras pliés, pour comprendre un peu ces positions de hanche, ces extensions. Donc voilà, donc il ne faut pas spécialement se concentrer sur avoir des grosses hyper-extensions. De nouveau, si vous avez trop d'hyper-extensions, vous allez faire une banane planche, vos fessiers ne vont pas être activés, et ça ne va pas rendre le mouvement très beau. Et ensuite, voilà, il faut quand même avoir les quadris bien tendus, avoir les jambes bien tendues, pas avoir des frog planches.
là, c'est une progression que j'ai faite beaucoup et que je déconseillerais. Donc, tu vois, une flexion du genou avec parfois soit un pike, donc enfin soit les pieds plus bas que les fesses. Donc, il faudrait idéalement toujours réussir à conserver la ligne et donc implémenter la progression à partir du moment où vous êtes capable de respecter cette ligne. Parfois, un léger pike, ça sera tolérable, mais un pike trop important et se dire qu'on va réussir à progresser sur ce pike, c'est pas la bonne solution. Ça, on va reparler dans la méthodologie. Et donc, ouais, donc les talons, en général, ils seront toujours à hauteur des hanches. Donc, toujours avoir cette notion de ligne, en fait. Et que ce soit dans la planche, dans le front, dans la HSPU. En fait, c'est des critères qui vont rendre les mouvements plus beaux, plus standards. Et je pense que les alignements sont un peu sous-estimés, mais voilà, c'est toujours... on va dire à partir du moment où vous êtes aligné, vous pouvez dire que vous tenez le mouvement. À partir du moment où vous n'êtes pas aligné, peut-être qu'on peut considérer ça quand même à chaque fois du no-rep. Même si vous êtes peut-être content de réussir déjà à faire ce genre de mouvement. Mais voilà, c'est pour être un peu plus dans le peaufinement, et puis à point de dépôt tendu ou pas, voilà, ça va dépendre de vous. En général, à titre personnel, c'est un truc où j'y pense pas spécialement. Mais ça peut être intéressant. Donc de nouveau, les critères. Donc je pense qu'on a fait une bonne définition de la technique, de ce qu'il faut faire, avec déjà des exemples concrets. Hein. Donc voilà, on fait pas que de la théorie ici, je vous ai déjà parlé pas mal de petites choses à mettre en place pour tous les exemples un peu techniques que j'ai cités ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est un peu tout l'opposé de ce que je viens de dire. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est avoir les poignets peut-être trop en hyper extension, on va dire pas assez engagé sur les barres. Ah, c'est vrai que j'ai pas parlé vraiment des poignets neutres, ça va un peu avec le fait de bien activer les avant-bras. Parfois on voit les gens qui ont des poignets un peu, on va dire que c'est presque le dessus des doigts qui est sur la barre parallèle et les poignets forts vers l'intérieur, et du coup vous avez une grosse extension du poignet et vos avant-bras pas assez engagés. Donc ça, c'est pas idéal. En général on va essayer de les avoir un peu neutres, donc avoir le prolongement de la barre dans l'avant-bras et avoir un bon grip. Avoir les coups de bras, les bras pliés, ça arrive souvent, donc ça faut faire gaffe. Les épaules en élévation qui viennent à peu près des oreilles, la tête en hyper extension, la protraction, on voit la scapula qui creuse, qui devient neutre, la rétroversion du bassin, donc l'antéversion du bassin, le bassin qui n'est pas engagé, les jambes pliées, le bassin trop haut ou trop bas, ça arrive souvent en tuck. Si votre bassin est trop bas, vous n'êtes pas encore assez fort pour faire la planche. Parfois ça va être très léger, donc vous savez que vous allez pouvoir corriger ça dans les semaines à venir. Ou votre bassin trop haut. En général, si votre bassin est trop haut, c'est que vous êtes quand même déjà assez fort, mais il faudra juste être vigilant pour le corriger, quoi. Donc ça arrive moins souvent, mais enfin, il y a quand même... Souvent, on a quand même les deux profils, donc des gens qui ont un bassin trop haut quand même, ceux qui ont plus de trapèze ou des plus grosses press to handstand, on va dire, parfois ça arrive un peu plus. Donc bassin trop haut, trop bas, et puis tous les genoux un peu pliés, le pike, donc les talons trop bas, et puis voilà. Donc les petits défauts, ce que j'ai pas beaucoup parlé sur le front lever et que je vais peut-être parler ici sur la planche, dans ce qu'il faut faire et ne pas faire. On peut parler d'entrée aussi, donc l'entrée dans le mouvement, ça on va peut-être en parler dans les progressions aussi, mais de manière générale, on va toujours rentrer dans la position de manière la plus correcte possible. Et oui, dans l'entrée, un petit point en plus, c'est qu'il faut toujours être en chaussettes, à pieds nus, ou enfin, il faut, ça dépend de vous, hein, mais si vous voulez vous faciliter la vie, c'est quand même mieux pour l'apprentissage d'un mouvement. En fait, c'est un peu, quand vous mettez en chaussures, c'est un peu comme si vous mettez des ankle weight. Donc, est-ce que tu vas apprendre ta planche plus rapidement avec des ankle weight ou non? Je pense que la question se pose pas très vite, donc voilà, on parle toujours de vitesse d'apprentissage aussi. Parce que par exemple, pour activer mieux ne fût-ce que sa dépression, si vous avez des ankle weight, c'est beaucoup plus dur, et ne fût-ce que des chaussures de 100, 200, 300 grammes, c'est déjà des ankle weight, donc autant le faire directement en chaussettes. Et ça, c'est un truc hyper important en front lever aussi, et de manière générale aussi, vous allez toujours standardiser, parce que si vos chaussures sont un peu plus mouillées ou pas, ça peut changer beaucoup de choses. Après il y a toujours le poids de corps aussi qui varie, hein, donc il n'y a pas que ça, mais voilà, ça sera très important.
Donc toujours se mettre en chaussettes. Et donc toujours avoir aussi, on parle de ça, une entrée, on va dire, efficace, ergonomique, pour passer du temps de qualité dans la position. Ça c'est la même chose en front lever, et en planche, même en handstand. Toujours rentrer de manière la plus constante possible pour faciliter le mouvement. Et donc, un truc qui est important, au début vous allez travailler vos planches lignes, donc là l'entrée elle n'est pas trop compliquée, vous mettez en planche, puis vous avancez un peu les épaules. Mais à partir du moment où vous travaillez sur les tucks ou l'advanced tuck ou d'autres mouvements, après l'entrée sera plus spécifique à certains mouvements et à certaines personnes évidemment. Mais pour la tuck, de manière générale, c'est une entrée qui va être plus convenable à tout le monde et votre entrée va clairement déterminer quelqu'un qui va faire une tuck ou non, quoi. Juste là qu'une entrée, vous allez pouvoir réussir le mouvement, et si vous ne rentrez pas de manière correcte, vous allez rater le mouvement. Donc il suffit de corriger l'entrée et ça peut vite changer des choses. Donc rien qu'en écoutant le podcast, si vous n'avez pas encore pratiqué votre planche et que vous rentrez de la bonne position, vous allez peut-être réussir votre planche grâce à ce podcast. Donc ça c'est génial. Et donc parfois ce que j'observe souvent, c'est qu'en une semaine de coaching avec certaines personnes, j'arrive à leur faire tenir une planche. Donc le fait d'entrer de manière bonne position, avant ça il faut peut-être comprendre aussi la planche ligne, etc. Mais par exemple, quelqu'un qui a déjà compris, qui a un peu d'expérience et que vous voulez déjà améliorer sa planche, mais que vous voyez qu'il y a une mauvaise entrée, vous travaillez sur son entrée. Donc l'entrée, on place ses pieds par exemple le plus proche possible de ses mains, donc pas trop loin, de manière à avoir son cul à la bonne, ses hanches, excusez-moi d'être vulgaire, de manière à avoir ses hanches, on va dire, à la bonne position, à la bonne hauteur de ses épaules, voire légèrement plus haute. Ensuite, d'avoir les genoux le plus proche possible de sa poitrine. Et de pouvoir déjà activer les bons patterns. Donc déjà penser à faire votre protraction, votre dépression, et d'avoir la hanche à la bonne hauteur. Et ensuite, déjà exercer, on va dire, une tension, une force, déjà pousser les barres dans le sol, activer les triceps. Et là, vous allez pouvoir peut-être décoller un petit peu la pointe du pied et peut-être tenir déjà la tuck planche. Et ça va être la même chose pour l'advanced tuck planche, là, sauf que la position du genou et des talons sera différente. Et puis, il faudra quand même réussir à relever ses talons en luttant contre le fait d'avoir le bassin dans le sol. Mais l'idée, c'est d'aller plus vite possible du point A au point B en vous économisant le plus possible et en activant déjà les bonnes activations. Et donc ça c'est important. Et donc dans les entrées au début, ce qui est bien, c'est de déjà exagérer peut-être les mouvements que vous allez faire. Donc par exemple, vous faites une planche ligne, vous faites en 2-3 temps, vous faites protraction, dépression, rétroversion, et puis vous linez, quoi. Et là ça va être super bien. Et puis vous pouvez penser bras tendus, triceps en plus, pointe de pied, position neutre des bras, biceps activés, hop, et puis vous avancez. Vous pensez à tirer vos épaules vers l'arrière et à vraiment avoir une bonne tension dans les mouvements. Et donc ça, on va en reparler dans les progressions juste après. Donc l'entrée, petite parenthèse, mais de nouveau, ça c'est très très important, les entrées. Après, ça va dépendre de vos variantes dynamiques que vous allez utiliser ou non aussi. Ensuite, on va parler des progressions, de la méthodologie et du guide vers la planche. Donc, je pense que je vais directement aborder la méthodologie et les progressions que j'aime utiliser, plutôt que faire les progressions et puis la méthodologie comme j'avais fait pour le front. Comme ça, on va directement à l'essentiel et on parle directement des progressions. Donc, first thing first. Ah oui, un truc qu'on n'a pas encore parlé, c'était les prérequis pour la planche. Et ça, on a peut-être dû en parler directement parce que maintenant vous allez peut-être être découragé ou justement c'est peut-être un truc que vous vouliez savoir au début et que vous n'avez pas entendu. Ah mince, quand est-ce que je peux commencer la planche? Donc les prérequis pour la planche, en général, il faut une bonne base de force de poussée, c'est vraiment moins de poussée par définition. C'est vrai que je ne l'ai pas spécialement mentionné juste avant, donc savoir faire au moins une 10-20 de pompes, c'est quand même peut-être intéressant. Et puis bien maîtriser son corps de manière générale. C'est vrai que c'est dur de donner un prérequis quand même pour la planche. Je pense que de nouveau, c'est toujours le débat, est-ce qu'on peut le travailler dès le début? Et moi, à mon sens, oui. Maintenant, je pense que c'est quand même pas mal, un bon prérequis pour la planche, c'est d'avoir de travailler sa HSPU. Parfois, se concentrer directement sur sa HSPU en parallèle ou non, ça dépend des gens. Parfois, c'est bien de faire par étapes, maximiser un peu sa HSPU et puis travailler sa planche. La HSPU est quand même plus accessible en général, sauf pour l'équilibre, ça dépendra aussi des gens.
mais en termes de force, elle est beaucoup plus accessible. Et on va dire que ça crée quand même beaucoup de masse sur le delto. Mais maintenant, de nouveau, c'est pas très spécifique parce que la HSPU, c'est un bon bras plié et que la planche, ça sera bras tendu. Mais avoir de gros delto et tout le travail vers la HSPU, bah, ça vous assure d'avoir un bon delto, avoir une bonne force de poussée, à- avoir un bon rapport poids-force. Et donc, c'est ça qui sera important dans la planche, avoir un bon rapport poids-force aussi. Donc, réussir à faire au moins une vingtaine de pompes, de dips, avoir, on va dire, en termes de force brute, soit une HSPU, un développé militaire à 70-80% de son poids de corps. Euh, voilà, c'est quand même des petits prérequis, on va dire, qui vont vous indiquer votre force de base. Ouais, et puis bah, si vous savez faire un peu de tirage aussi, quand même, c'est quand même pas mal de savoir faire du tirage, hein, quelques tractions aussi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu dur de donner un prérequis, mais vous pouvez attaquer directement ou vous dire ok, je vais d'abord maîtriser ma HSPU avant de le faire, ça va dépendre de vous. Moi je trouve que c'est bien d'activer les deux en même temps, et puis ça va faire un peu de masse aussi dans les deux exercices. Et voilà, ça prendra peut-être plus de temps pour atteindre votre première HSPU et votre planche en travaillant les deux, mais ce sont deux mouvements qui ont un bon carry-over l'un vers l'autre, on va dire, une bonne synergie, et il y a une interférence, mais elle n'est pas trop présente non plus. Parce qu'on va dire que la planche, ça sera plus votre poussée horizontale et votre HSPU, votre poussée verticale, même si le muscle sera le delto antérieur. Voilà, c'est une petite parenthèse sur les prérequis. On va pas trop s'attarder là-dessus, mais voilà, peut-être HSPU, peut-être 5 pike push-ups full ROM, full amplitude. Voilà, ça vous assure d'avoir une bonne force de poussée. Bon, en général, on voit hein, que ceux qui ont une bonne force de poussée verticale ont plus facile à progresser en planche, donc ça c'est important. Euh, voilà, ça c'est un point important. Ensuite, bah, méthodologie, donc voilà, c'est à partir du moment où vous avez déjà ouais, c'est quelques pike push-ups, pas mal de pompes, un bon rapport poids-force, bah, vous allez peut-être déjà tenir une tuck planche sans s'entraîner. Maintenant, voilà, certains n'ont pas du tout l'habitude de travailler bras tendu, donc ça va être compliqué. Et puis, même pour bien comprendre les activations, ce sera peut-être, même si vous savez déjà faire une tuck planche, je pense que c'est important de passer peut-être au moins 1 mois, 2 mois sur la planche ligne, par exemple. Et en planche ligne, bah, ça va être de comprendre vraiment cette dépression et cette protraction en synergie. Et ça demande beaucoup de temps, même avec des gens qui sont déjà très forts. Ça demande un peu de temps. Et donc au début, peut-être faire des planches lignes en statique. Donc bien se concentrer bah, sur la protraction, la dépression, avoir un peu le dos rond, cet alignement petit à petit, slider, donc avoir les pieds bien tendus et commencer à glisser un peu sur le sol pour avancer un peu les épaules. Et ça c'est l'étape 1, voilà, peut-être faire 4 séries, 4-5 séries, 6 séries, même 8 séries de 5, 10 secondes en planche ligne pour comprendre un peu le mouvement, et ensuite vous faites votre travail de force. Et le travail de force en planche, ça on va parler après, mais ça, voilà, ça va être travailler les prime movers, hein, donc les deltoïdes de nouveau, à faire votre fondation pour la planche. Le handstand, enfin ça peut-être aussi dans les épaules, ça sera dans la HSPU aussi. Ben voilà, donc planche ligne. Ensuite, planche ligne non dynamique. Une fois que vous avez peut-être vos séries de 5 secondes bien statiques, ben là vous pouvez faire peut-être des séries, 4, 5, 6 séries de 1 à 3 reps de dépression, protraction. Enfin de protraction, dépression, ça dépend un peu dans quel sens vous préférez le faire et vous avez besoin de le faire. Mais ça c'est un bon mouvement. Vous pouvez vraiment penser à chaque fois, vous faites ok, dépression, protraction, dépression, rétraction, protraction, dépression, rétraction, et ainsi de suite. Et donc là, vous faites un peu de reps comme ça. Et voilà, ça peut même vous développer un peu ces muscles, ces activateurs aussi. Et voilà, à partir du moment où vous êtes assez fort, ben là, vous avez passé un petit mois dessus, 2 mois dessus, vous avez compris un peu la planche ligne, vous avez conditionné vos bras à être plus tendus. Parce que si vous êtes déjà fort de base, que vous venez de la muscu ou quoi, et que vous attaquez la planche, vous allez déjà de nouveau être assez fort, comme je l'ai dit. Mais ça sera important de bien conditionner vos coudes à être bras tendus. Le conditionnement bras tendu est plus dur en planche qu'en front, je pense. En front, ça vient un peu plus naturellement. Enfin, ça dépend des progressions que vous avez aussi. Enfin, ouais, c'est quand même débattable, mais on va dire que ça se fait un peu plus naturellement en front lever, en suspension. Vous avez peut-être plus souvent bras tendu en suspension qu'en appui sur certains mouvements. Enfin, même si on appuie, ça dépend. C'est vrai que je me suis un peu éparpillé là.
Donc bras tendu. Ensuite, ensuite vous allez pouvoir attaquer la tuck planche. Donc de nouveau bien consolider votre entrée. Et ensuite voilà, vous allez réussir à faire vos premières tuck planches. Au début d'office que toutes les activations que j'ai dit seront pas parfaites, même pour quelqu'un qui est déjà très fort. Par exemple, on peut voir des gens qui ont une straddle mais que leur tuck planche sera pas encore très belle. Et donc là il faudra même parfois pour eux parfois avoir 1 mois, 2 mois avant d'avoir une belle tuck planche. Donc la tuck planche, mais parfois ça va aller très vite, hein, 1 mois, et puis il faudra juste augmenter le temps et le volume dessus, quoi. Donc au début, vous allez peut-être de nouveau faire des petits maintiens de 4-5 secondes, 3, 4, 5 séries de tuck planche. D'abord, essayer d'avoir concentré sur avoir les bras tendus, le bassin à la bonne hauteur, ça c'est le principal, hein. Je pense qu'avant de parler des activations, c'est toujours bras tendus, bassin à la hauteur épaule, ça va être la première chose. Et une fois que vous allez avoir ça, ben, c'est bien activer la dépression, la protraction. Et en même temps, c'est la dépression, la protraction, ça peut vous aider aussi à avoir le bassin à la bonne hauteur. Et donc c'est ça qui est un peu l'œuf ou la poule, ou le poussin. donc c'est un peu plus compliqué. Mais, donc voilà, c'est essayer d'avoir ses bras bien tendus. C'est bonne activation, et ensuite vous allez consolider votre tuck planche. En général, dans la méthodologie de mini-guide que j'ai fait sur la planche, d'ailleurs je vous invite à aussi regarder les mini-guides, hein, ça vous illustre un peu en 1 minute ce que je raconte en 1 heure et demie. Donc, et puis vous pouvez aussi regarder le tuto sur la planche technique, c'est aussi important. Et donc sur ma chaîne YouTube 02 Workout, hein, évidemment. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Autopromo. Donc mini guide. Ensuite vous allez essayer donc d'atteindre 5 séries de 10 secondes, et de nouveau vous allez toujours pouvoir accumuler un peu de volume, 4 séries de 5 secondes, 5 séries de 5 secondes, 6 séries de 5 secondes, et puis vous faites le mésocycle d'après, 6 secondes, 6 secondes, 6 secondes. Parfois il y en a qui vont faire des bonds extraordinaires, parfois il y en a qui vont avoir super facile, hein. Je connais des gens en un mois, 2 mois, même ils activent très très bien, assez rapidement leurs muscles, et on peut déjà presque travailler avec la Advanced Tuck. Donc après voilà, mieux vaut être patient, mieux vaut prendre son temps et travailler sa force sur le côté, ça c'est sûr et certain. On est souvent trop rapide aussi, et pour les skills il faut mieux être patient. De nouveau, c'est toujours une petite pratique technique que vous allez faire avant vos renforts sur le long terme, surtout au début. Au début, voilà, ça va être un petit faible volume sur vos planchines, sur votre planche, et plus de focus sur la force, et petit à petit, là, plus vous allez vous diriger vers de la planche vraiment à l'extrême, là où plus vous allez pouvoir focus dessus, évidemment. Et au plus votre base sera faite, au plus vous allez focus aussi là-dessus. Donc voilà. Ensuite, de planche. Voilà, le but c'est d'arriver à 5-6 séries de 10 secondes, mais vous devez être capable d'avoir 15 secondes, 20 secondes, mais il n'y a pas d'intérêt à aller au-dessus de ce temps-là, mais de nouveau une activation maximale en respectant tous les critères. Et ensuite vous pouvez passer à l'advanced tuck planche. Là, la transition elle se fait assez difficilement en général, si vous n'avez pas travaillé l'activation des jambes au préalable. Donc souvent on va savoir passer de la tuck à la advanced tuck, mais on va souvent observer une antéversion du bassin, les genoux pas super bien placés, on va perdre la position des omoplates. Et au début c'est peut-être pas trop grave, mais il faudra essayer de la corriger, ou essayer de maintenir la advanced tuck planche pendant 2 secondes seulement. Donc souvent la transition va se faire avec des maintiens très courts. Et une grosse étape que j'aime mettre plus en planche qu'en front ou quoi, c'est de comprendre la hanche avant. Et c'est plus facile de faire une advanced tuck front lever qu'une advanced tuck planche, ça c'est sûr et certain, en termes de difficulté de force et de compréhension de mouvement aussi. Et pour la compréhension du mouvement, c'est bien de passer par des progressions où vous allez comprendre la hanche. Donc soit ça va se faire avec les créations élastiques, mais ça je suis un peu moins fan. Moi je suis fan de, pendant que vous allez construire votre tuck planche, mais que vous êtes déjà avancé, et que vous allez peut-être petit à petit attaquer votre advanced tuck planche, là ça sera bien de faire de la advanced tuck planche bras plié par exemple. Et donc dans le bras plié, ce qui sera intéressant, c'est que vous allez demander beaucoup moins de force, bras tendu, et donc ça va pas trop vous fatiguer, et que vous allez pouvoir vous concentrer à fond sur vos hanches. Et donc sur vos hanches, vous allez vraiment vous activer sur le genou en bas de la hanche, donc l'angle de 90 degrés, de 90, la contraction des ischios, et cette rétroversion du bassin avec la tension dans les abdos.
Et donc si vous comprenez un peu cette position-là, au début vous pouvez faire juste des maintiens de 4 séries de 2-3 secondes, même sur un troisième jour dans la semaine ou après vos tuck planches bras tendus par exemple. Donc vous allez comprendre votre mouvement et puis vous allez pouvoir passer de nouveau à l'advanced tuck planche. Et au début vous allez faire de nouveau 4 séries de 1 seconde, 2 secondes. Vous pouvez utiliser la technique du tampon, faire 4 séries de advanced tuck planche avec 2 secondes par exemple, et puis une série ou deux de tuck planche à 10 secondes. Donc vous allez faire 4 fois 2 secondes à advanced tuck planche, 2 fois 10 secondes tuck planche, et là c'est bon. Et au début, avant la advanced tuck planche, vous allez peut-être faire 5 fois 10 secondes de tuck planche, et 3 fois 2 secondes bent arm advanced tuck planche, quoi. Ou alors un autre jour dans la semaine. Donc là, la transition sera faite. Vous allez commencer à toucher votre advanced tuck planche. Donc de nouveau, même méthodologie, 4 fois 2 secondes, 4 fois 3 secondes, 5 fois 2 secondes, 6 fois 2 secondes, 4 fois 3 secondes, 5 fois 3 secondes, 4 fois 4 secondes. Et parfois ça va se faire tout très rapidement. Parfois ça va être sur du beaucoup plus long terme. Parfois ça va prendre à chaque fois un mois entre une seconde par palier. Et à partir du moment où vous allez toucher les 5, 6, 7, 8 secondes, 4 séries de 8 secondes en advanced tuck planche, ça va être très important et là vous allez quand même être bien stable, bien fort. Et peut-être qu'avec 8 secondes d'advanced tuck planche, vous pouvez déjà attaquer la straddle. Donc parfois la différence n'est pas si loin que ça entre les deux progressions. Et ensuite, voilà, c'est une fois que vous avez vraiment une advanced tuck planche en béton, vous pouvez de nouveau aussi implémenter la straddle par exemple en bras pliés pour comprendre un peu cette position de hanche, avoir la bonne abduction avec la bonne rétroversion du bassin, la bonne hauteur de hanche. Et en fait, par exemple, pour travailler cette extension de hanche qu'on se casse la tête à faire avec des reversi par extension ou autre, on peut la travailler directement en bras pliés. Et on peut aussi faire des variantes dynamiques en bras pliés, par exemple tuck planche à advanced tuck planche bras pliés ou advanced tuck planche à straddle planche bras pliés. Et la straddle planche, soit vous allez l'implémenter, ou soit vous allez pouvoir passer aussi directement à la advanced one leg planche ou à la full planche avec un élastique. Voilà, c'est pour ça que là ça devient un peu plus individuel la différence. Et en fait il y a beaucoup plus d'options. Mais le truc c'est de trouver un peu ce qui va vous motiver le plus, sur laquelle vous allez prendre le plus de plaisir et sur laquelle vous allez mieux répondre aux critères, quoi. Donc ça sera toujours à partir du moment où vous allez vous devenir vraiment une bête en advanced tuck planche, vous allez pouvoir faire des tests. Donc les tests, ça sera toujours à faire un peu dans la deload. Par exemple, vous avez passé beaucoup de temps en advanced tuck planche, vous faites une petite deload, ok, vous testez, ok, je tente une straddle en libre pour les go, ok, ça passe, je suis une bête, nickel, c'est cool. Vous faites même une full planche, ok, il y a quelque chose, vous essayez ça avec élastique, vous sentez un peu, vous voyez un peu ça ressemble à quoi, est-ce que vous allez pouvoir travailler avec ça. Vous pouvez même essayer par exemple une straddle advance one leg planche, même en bras plié, où vous allez pouvoir essayer certaines choses. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir travailler de nouveau, et là vous allez implémenter le mouvement soit en libre avec des séries très courtes, ou directement avec élastique. Et souvent ce qui va se passer, c'est que vous allez peut-être travailler votre straddle ou votre full avec élastique, et puis vous allez encore travailler votre advanced tuck planche, donc vous allez refaire de nouveau un tampon, donc ça va être de nouveau 4 fois 2 secondes de straddle avec élastique, et peut-être 2 fois 6 secondes de advanced tuck planche. Ou alors ça va être parfois 4 fois 1 seconde de advanced one leg straddle en libre, et puis peut-être advanced tuck planche, et puis les cycles d'après ça sera toujours à l'advanced one leg straddle en libre et de la straddle avec élastique, et ainsi de suite. Donc ça va dépendre beaucoup de gens. Si vous trouvez par exemple l'advanced straddle one leg super technique et lequel vous êtes bien et que vous aimez bien travailler avec ça, pourquoi pas, quoi. Mais ça c'est un peu plus particulier. En général au début c'est peut-être bien de passer beaucoup de temps peut-être sur la full, sur la straddle, et puis essayer comme ça. Petit aparté que j'ai pas mentionné avant, c'est que parfois entre la tuck et la advanced tuck planche, je vous ai expliqué, ça pouvait se faire sur le long terme si la transition est très compliquée. Vous allez aussi pouvoir utiliser par exemple advanced tuck planche avec élastique et puis tuck planche pour refaire du volume, parce que la transition peut se faire difficilement, quoi. Donc parfois il faudra peut-être en plus de l'advanced tuck planche bras plié, utiliser l'élastique aussi pour favoriser la transition.
Mais l'élastique, c'est toujours à recourir un peu par la suite, quoi. Donc, quand même essayer d'abord de tester les approches en libre, surtout sur les progressions plus faciles, on va dire. Et puis, une fois que vous allez mettre l'élastique sur les progressions plus dures, ben, continuer à consolider la planche en libre. Et donc, ouais, c'est toujours un peu l'idée d'atteindre peut-être 5 séries de 10 secondes sur la tuck, 4 séries de 8 secondes sur la advanced tuck planche, pour se dire d'accumuler du volume. Et ensuite, bah, vous êtes sur les straddles et les fulls, et là, de nouveau bah, soit vous attaquez directement les fulls ou quoi. Donc ça va dépendre beaucoup de trucs. Après, par exemple, si vous avez 4 secondes de close straddle ou 4 secondes d'advance one leg planche, bah, vous êtes déjà à un niveau où vous pouvez faire la full, en fait. Donc, et donc après, à partir du moment où vous pouvez faire la full avec 1 ou 2 secondes, bah, c'est toujours garder un peu de tampon, faire de la tentative au bon moment, utiliser des variantes dynamiques pour passer les progressions. Donc, parlons des variantes dynamiques. Là, ça va être un peu comme le front. Il y avait le hang tout, donc partir d'en haut, descendre en front, partir d'en bas, monter en front, partir jambe pliée, partir et arriver en front. Pour la planche, ça sera, on va dire, soit de partir en appui et monter en planche. Donc, ça sera peut-être un L-sit to planche, on va dire, appui to planche, ou L-sit jambe pliée, tuck L-sit to tuck planche, advanced tuck L-sit to advanced tuck planche. Après straddle planche tout straddle, straddle en appui c'est plus dur parce que là vous allez devoir passer les barres et c'est beaucoup plus compliqué aussi. Un truc qui s'assimile pas mal, bah, c'est la lean to qui est bien. Donc par exemple planche lean to tuck, planche lean là vous slidez, vous glissez. Advanced tuck planche au sol et tout advanced tuck en partant d'en bas, c'est pas mal aussi, en partant de l'appui, ou straddle planche lean, tout straddle, ça c'est génial aussi, parce que ça vous incite à garder ces hanches basses, ce qui est extrêmement compliqué. Donc ces variantes là sont toujours un niveau au-dessus des variantes statiques. Et après, ben, vous allez avoir par exemple tuck planche, tout advanced tuck planche, tout straddle planche, advanced tuck planche, tout straddle, tout advanced one leg. Ça, c'est des manières de rentrer dans les positions ou des manières de faire des variantes dynamiques ou de complexifier l'exercice. Ensuite, il y a tout le débat de la handstand, tout planche, et là, c'est une bonne approche aussi, mais ça rend en mouvement les activations un peu plus compliquées, parce qu'en fait, le handstand, vous êtes dans une position où vous allez être en élévation d'épaule, et vous allez devoir faire une transition avec une dépression, donc c'est deux mouvements inverses. La protraction est quand même beaucoup plus compliquée à faire aussi, et il y a une grosse part d'inconstance aussi dans l'exercice. Il faut toujours avoir l'assurance de la handstand, de faire du 5 sur 5, d'avoir un bon ratio de hold, d'être standard sur la progression et sur le départ, et donc voilà. Après, parfois ça rend le mouvement un peu plus facile à atteindre, parce que vous êtes dans le mouvement excentrique, on va dire, vous êtes dans une position où vous êtes en surforce, votre capacité à tolérer l'effort est plus haut, mais après la position où vous allez quand même devoir y arriver, et les activations seront différentes. Donc c'est pour ça que c'est un débat de la mettre ou non. Je pense que ça peut être intéressant pour la motivation, pour certaines personnes, dans certains contextes, mais de manière générale, c'est pas un truc que je privilégierais, et peut-être le faire sur des progressions beaucoup plus faciles. Mais voilà, c'est pas du tout le number one, contrairement à ce qu'on a pu répandre sur les réseaux pendant longtemps, qu'il fallait absolument faire cette progression pour avoir la planche. Ça dépend, et c'est quand même plus risqué que bénéfique, on va dire. Moins sûr. Mais ça peut parfois passer certains paliers, et ça peut être une bonne variante. Maintenant, le fait de l'inconstance peut se corriger grâce à un élastique, la forme aussi, les activations aussi. Donc avec élastique, ça peut être quand même plus envisageable, évidemment. Et puis voilà, ça sera toujours une petite notion de variation qui sera aussi importante dans votre entraînement. Donc à partir de quand implémenter les variantes dynamiques, quand on coince. Et puis il y a aussi tous les variantes dynamiques en bras pliés. Donc ça sera plus pour vous aider à comprendre les hanches sur différentes progressions. Donc ça peut se faire aussi. Et à partir de quand est-ce qu'on va implémenter les variantes dynamiques? Soit dans un troisième jour sur votre semaine, ou quand vous stagnez un peu sur certaines progressions. Donc, par exemple, vous avez du mal à passer de la advanced tuck à la straddle, ce qui est normal. Là, vous allez pouvoir faire des appuis to advanced tuck, des advanced tuck au sol, to advanced tuck en haut, des tuck planches, to advanced tuck planche. Voilà, et là peut-être vous allez juste travailler vos séries, mais comme si vous entrez juste dans la position de cette manière.
Vous faites 4 séries de 1 fois 2 secondes par exemple, et puis 3 secondes, et ainsi de suite. Et donc voilà, c'est chaque fois un peu comme en front lever, hein, c'est les implémenter au bon moment. Mais d'abord avoir passé quand même suffisamment de temps sur les isométries et le statique, et mettre le dynamique à partir du moment où vous sentez que vous en avez besoin. Ouais, je vais peut-être vous les illustrer ça dans les exemples de progrès. Et puis voilà, il y a aussi tout ce qui est planche push-ups, ça aussi, ça va en parler aussi de la front pull-up. De nouveau, c'est bien de réussir à maîtriser sa progression avant, et par exemple faire des pseudo-planches push-ups, c'est peut-être pas non plus le meilleur exercice pour avoir la planche non plus. C'est pas spécialement supérieur aux progressions isométriques pour avoir la planche non plus. Et puis même chose en tuck planche push-ups, c'est pas parce que vous faites beaucoup de tuck planche push-ups que vous allez pouvoir débloquer votre straddle grâce à ça. Ça sera plus parce que vous travaillez la straddle que vous aurez de chance d'avoir la straddle. Donc voilà, ça dépend un peu de nouveau de l'approche. Je vais illustrer tout ça avec certains exercices d'assistance. Donc c'est quoi les meilleurs exercices d'assistance pour la planche? Il y a apparemment de meilleurs exercices. Donc ça sera toujours, on va dire, les progressions isométriques, ça, c'est sûr et certain. Et ensuite, le travail de force, il va se faire grâce à la construction de vos basiques. Avoir une force de base générale. Une fois que vous maîtrisez bien vos pompes, faire des pompes lestées, on va dire pour créer du pec. Avoir un certain bench press, ça peut être intéressant. Développer incliné, c'est un bon exercice quand même, parce que vous avez quand même un bon angle un peu plus spécifique. Donc être assez fort sur ce genre d'exercice là. Le dips, il n'est pas hyper pertinent non plus, mais il peut toujours vous aider si vous aimez bien le street lifting aussi à combiner. Je pense que tout ce qui est vertical, les pike push-ups, donc avoir des bonnes pike push-ups au sol, 10 pike push-ups au sol, 5 pike push-ups full ROM, full amplitude avec les épaules à hauteur main, et donc à partir de là, vous allez peut-être avoir vos handstand push-ups, ventre, dos au mur, ça sera toujours de très très bons exercices d'assistance. Donc voilà, par exemple, quand je vous illustrerai un peu par exemple, vous faites 4 séries de 2 secondes de planche, d'advanced tuck planche, une série de tuck planche. Là après vous allez pouvoir faire peut-être une poussée verticale, donc soit un travail de force, soit en développé militaire, ou en pike push-ups, en HSPU dos, ventre au mur. Travail de force, hypertrophie, ça dépend un peu de votre cycle. Et puis un travail de pec avec du bench, des pompes lestées, de l'incliné. Voilà, il y a pas mal de choses. Et donc c'est pour ça que ces exercices-là seront peut-être plus standards, plus mesurables. Voilà, c'est toujours l'idée d'avoir un exercice peut-être un peu plus mesurable que la pseudo-planche push-ups, par exemple. Et puis on va dire que vous avez aussi économisé pas mal vos cartes, on va dire en bras tendus. À partir du moment où vous avez bien pratiqué vos exercices bras tendus, donc vous avez fait vos tuck planches et tout, il vous reste plus beaucoup de force, on va dire. Ça sera peut-être un peu du junk volume sur le fait d'être bras tendus. Et donc en planche push-ups, vous allez toujours repasser un peu par cette position bras tendu et donc recréer de la fatigue, où vous allez manquer de spécificité dans votre angle, et ça risque de faire un peu too much aussi, ça fait un peu double emploi souvent en fait, le fait de faire ce genre de mouvement. Maintenant peut-être qu'à un moment vous allez faire vos séries de planches et vous allez peut-être vous allez faire une planche push-ups et un hold en fait, et donc là ça sera peut-être un peu plus pertinent. Mais de nouveau, être sûr de bien maîtriser la progression de la planche avant d'attaquer la variante dynamique ou bras-pied. Donc ça c'est pour ce qui est exercice d'assistance. En plus, le développé militaire. Après il y a tout ce qui est aussi peut-être exercice mono-articulaire et d'isolation. Donc il y a tout ce qui est élévation frontale, donc Maltese dumbbell press par exemple, élévation frontale dos au mur, donc vous prenez un poids de 10-20 kg avec le dos bien à plat au mur, et vous faites des élévations dynamiques, tout ce qui va créer un peu du delto, et là c'est un peu plus spécifique avec du bras tendu, conditionner les coudes. Au début j'aime bien utiliser les élévations frontales ou des Maltese press avec des poids de 2 kg par exemple, et là ça va vous habituer aussi à avoir ces bras tendus, à avoir ces positions d'épaule dans tous les angles, donc en partant d'en bas jusqu'en haut, que toujours rester aussi dans cette position isométrique. Donc c'est pour ça que c'est peut-être important aussi parfois d'avoir ce genre d'exercice là, et puis ça fera toujours un peu de volume en plus, et de nouveau un exercice mesurable avec une incrémentation, une surcharge progressive,
Après voilà, c'est toujours complexe d'implémenter ça et c'est pas toujours nécessaire. Parce qu'en fait, la planche se suffit souvent à elle-même, mais implémenter ce genre d'exercice-là pourra toujours être un petit plus à certains moments, dans certains contextes. Euh, et donc voilà, et puis c'est aussi une petite variante, et pour ceux qui sont plus spécialisés, qui se spécialisent dans la planche, ça aura encore plus d'importance que ceux qui gardent une approche un peu plus généraliste. Donc tac, je pense qu'on a parlé pas mal des exercices. Qu'est-ce qui est bon aussi, bah ouais, non, les évasions, les presses, toutes les variantes. Voilà, donc je pense que c'est pas trop mal, on y est pas mal là. Donc exemple de programmation. Donc comment est-ce qu'on va programmer sa planche. Donc de nouveau, c'est comme un peu le front lever, vous allez partir avec un nombre de séries par semaine. Je pense que pour la planche, on peut de manière générale tolérer plus de séries que le front lever. Donc c'est toujours l'argument de la taille du groupe musculaire. Et ça, j'ai un peu du mal avec ça dans la littérature. On va dire qu'on dit le grand dorsal, c'est un gros muscle, un long muscle, et donc il tolère peut-être un peu moins de volume qu'un triceps par exemple. Pour ça, c'est peut-être vrai. Le deltoïde, c'est aussi un muscle particulier parce qu'il est plié en fait. Donc il est quand même pas mal replié. Je pense que si on l'étend et qu'on calcule le nombre de fibres musculaires ou quoi, finalement il s'avère quand même être assez gros. Donc là c'est assez délicat. Et puis même pas. Et puis voilà, même si c'est un petit muscle mais qu'on en fait beaucoup dessus, est-ce qu'il va pas plus se fatiguer qu'autre chose. Donc voilà, c'est assez difficile aussi à prendre en compte. Mais de manière générale, c'est vrai que ouais, si vous observez le nombre de séries que vous pouvez faire et bien récupérer avec, être frais à chaque séance, c'est vrai qu'en général, on sent quand même que la planche peut tenir un peu plus le coup que le front. Souvent, le front, on va faire par une série ou deux et on va sentir qu'on est déjà grillé, à l'inverse de la planche ou pas. Ça dépend aussi un peu de l'intensité, de nouveau. C'est toujours un peu cette question-là. Mais c'est vrai que d'expérience, ça marche mieux d'augmenter le nombre de séries sur votre planche que sur votre front. Donc par exemple, si je commence en semaine 1 et que je monte je commence à 4 séries et que je monte à 10 et à 8 séries, bah, je trouve que la planche en profite plus que le front. Que le front, si vous montez à 8 séries, à la fin, vous allez peut-être créer beaucoup trop de défauts et peut-être plus de fatigue en général. Et de nouveau, ça va peut-être dépendre un peu des personnes, mais je pense que c'est quand même quelque chose que je peux observer chez beaucoup de personnes. Et aussi, on observe quand même plus de gens qui progressent bien et qui entraînent plus leur planche avec parfois 4-5 entraînements par semaine que le front. 4-5 entraînements par semaine, ça devient quand même beaucoup plus chaud de progresser. Donc là, je pense que voilà, de manière empirique, on peut quand même se dire, ok, là, la planche tolère quand même plus de séries que le front. Donc de nouveau, se fixer un nombre de séries par semaine, peut-être 8 à 20 séries par semaine pour commencer. Vous allez commencer par 2 fois 4 séries de planche ligne par exemple. Ensuite, vous allez augmenter vos nombres de sets par semaine, donc 2 fois 5 séries, 2 fois 6 séries, 2 fois 7 séries, 2 fois 8 séries, donc vous allez déjà être à 16 séries de planche ligne par exemple. Et puis vous allez pouvoir attaquer à la tuck planche, de nouveau augmenter votre nombre de planches. Au début, vous allez peut-être pouvoir rester à 2 fois par semaine. Et puis vous allez vous dire, ok, maintenant je suis à 16 séries, pourquoi pas aller chercher du 20 séries, ou alors 8 séries par séance, c'est beaucoup trop, donc je vais peut-être faire 3 fois 4. Et donc vous allez peut-être faire une ondulatoire, donc un jour, 2 jours, on va dire lourds, avec les mêmes formats de secondes, et peut-être un jour light, un jour technique, ou justement quand vous allez pouvoir implémenter votre variante dynamique, peut-être commencer avec vos jours bras pliés, donc vous allez faire 2 fois tuck planche, et le jour du milieu, advanced tuck planche bras pliés. Peut-être même vu que c'est un mouvement bras plié, là peut-être vous allez pouvoir faire jour 1 bras tendu, jour 2 bras pliés, jour 4 bras pliés, enfin juste advanced tuck planche, hein, peut-être pas tous les autres exercices. Ça, on va critiquer le split bras tendu bras plié, mais ça c'est une bonne manière de l'implémenter par exemple. Ensuite vous allez peut-être faire des appuis to tuck planche ou des appuis to advanced tuck planche pour rentrer dans la position où vous faites juste le maintien d'une seconde en étant super frais ou avec élastique pour implémenter le mouvement. Donc ça c'est sur votre 3e jour. Et donc sur les autres jours, vous allez toujours privilégier vos halls isométriques, votre méthodologie en isométrie. Et donc là, ça sera toujours votre nombre de séries par mouvement, donc en planche par exemple. Donc vous allez toujours être à 4 à 8 séries par séance, on va dire, en tout cas au début.
Parfois il y aura deux variantes, hein, il y aura Advanced Tuck planche, et donc ça sera peut-être 2-4 séries de Advanced Tuck planche et quelques séries de tuck. Et ensuite vous allez peut-être avoir votre poussée verticale et votre poussée horizontale, ou un autre jour de la semaine, ça va dépendre un peu de votre programmation. Donc vous allez peut-être avoir aussi de nouveau peut-être 6 séries de poussées verticales par semaine. Donc 3 séries de pike push-ups jour 1, 3 séries de développé militaire jour 2 si vous changez d'exercice, ou 3 séries de pike push-ups 3 x 8 pike push-ups jour 1 en amplitude partielle et 3 x 4 en amplitude complète pour avoir une intensité plus grande. Ça dépend de votre programmation. Et votre exercice assistant, ça sera 4 séries de bench press aux haltères en RIR2 et juste pour faire un peu de viande, quoi. Et peut-être que vous allez vous dire, ok, je fais quand même 2 petites séries de Maltese Press pour mes deltos en dynamique, voilà, pour commencer. Et voilà, et à partir du moment où vous observez une progression sur la planche, continuez pas, vous êtes dans la bonne direction. Et donc voilà, grimper cette méthodologie petit à petit pour parfois augmenter un peu votre nombre de séries, de séances par semaine, et jouer un peu avec les différentes variantes, etc., différentes progressions, et amusez-vous, quoi. Mais après, de manière générale, mieux vaut regarder des trucs simples. En général, si vous restez par exemple 2 fois par semaine, 2 x 4 à 8 séries, enfin 2 x 4 à 6 séries, on va dire. 6 séries, c'est une valeur sûre. Enfin 2 x 4 à 6 séries de tuck planche, puis de advanced tuck planche, et puis sur la progression où vous y êtes et que vous augmentez progressivement, vous n'avez pas besoin spécialement du reste, mais parfois pour optimiser un peu votre programmation, faire face à certaines difficultés, là ça sera intéressant de complexifier tout ça et de rendre ça aussi plus amusant aussi. C'est important parce que parfois ouais, on a un truc basique comme ça, mais on s'amuse un peu moins, donc parfois c'est bien de varier un petit peu. Mais après, on s'amuse quand même peut-être plus quand on progresse. Ça dépend un peu du point de vue des gens. Mais voilà. Donc c'est tout pour les exemples de programmation. Donc là, on va parler des derniers points, mon histoire et mes approches, un peu mon parcours de planche. Je vais raconter ma vie de plancheur chevronné que je suis, mais je ne suis pas un plancheur spécifique, hein, donc pour ceux qui me suivent, là, j'aime bien garder toute une approche assez holistique, on va dire, en travaillant toujours pas mal de handstand push-ups, mon street lifting, même si on va dire depuis quelques temps, c'est quand même mon objectif number one, la planche. Enfin, depuis quelques temps, ça va être, ouais, on va dire ça quand même un de mes objectifs number one. Il a déjà été aussi par le passé mon objectif number one, mais jamais de manière très constante. Donc, revenons en 2010 à mes débuts en calisthénie. C'est pas, en fait, quand je vous ai dit, j'avais commencé l'ancien podcast parce que c'était le front lever, c'était mon premier mouvement que je voulais faire. Je voulais moins faire la planche. La planche, ça me bottait pas tant que ça au début, à part les pompes en planche. Moi, je voulais juste faire des pompes en planche. Je trouvais ça beaucoup plus cool que des front pull-up. Et bizarrement, j'ai quand même réussi à faire des semi-planches push-up assez vite avant de faire une tuck planche. Donc je faisais je me mettais en full planche, bras pliés on va dire, et je faisais des petites impulsions, mais même pas complètes, donc mon bras se verrouillait pas. Et ça je l'ai fait peut-être après 6 mois, 1 an d'entraînement je pense. Mais je savais pas encore faire la tuck planche. Et donc je crois que j'ai commencé la tuck planche après 1 an d'entraînement. Et j'avais du mal en fait, j'avais extrêmement du mal à avoir les bras tendus. En fait, même sur mes handstands et tout, j'étais vraiment pas familiarisé avec cette force de pousser bras tendus. Et donc, j'ai quand même eu pas mal de difficultés à faire ça. Et au début, je faisais des entraînements méga random, hein. J'essayais juste des tuck planches comme ça. Il n'y avait aucun sens, aucune structure. J'ai quand même fait beaucoup plus de planches bras pliés que bras tendus à mes débuts. J'essayais plus de planches de combos, de trucs bizarres. C'est un peu dur à mettre des mots dessus, mais à un moment je faisais beaucoup des combos où j'essayais des tuck planches en sautant, je partais du sol, je montais, je faisais peut-être 10 séries de 1, avec pas beaucoup de temps de repos, beaucoup de LC de tout planche. Mais bon, je crois que j'ai vite débloqué ma tuck planche quand même. Là, je ne faisais pas du tout la méthodologie dont je vous ai parlé. Ensuite, j'ai quand même observé assez vite des progrès en tuck. Et puis, je crois que je suis passé directement à... Donc ça a duré quand même longtemps, hein, je faisais quand même beaucoup d'essais.
Et je suis vite passé à la pike planche, ce qui a été une énorme erreur, à la straddle pike planche. Donc de la tuck planche, je suis passé directement à la straddle pike, et j'avais un pike exactement de 90 degrés, quoi, donc de 90. Donc mes talons étaient à la hauteur de mes hanches au niveau de l'axe vertical. Et donc ça ressemblait pas à grand chose. Et je suis passé beaucoup de temps comme ça. Parfois j'essayais d'extendre un petit peu plus, de faire plus d'extensions, mais j'avais très peu de. Mes omoplates étaient toujours mal placées. C'était souvent en antéversion, j'étais souvent en position neutre, pas beaucoup de tension. Et en parallèle de ça, je focusais toujours beaucoup de street lifting, beaucoup de handstand, push-ups mal faites, des choses comme ça. Front lever, toujours plein d'objectifs, hein. Et donc voilà, ça fait quand même, j'ai quand même continué comme ça pendant longtemps, je pense au moins 2-3 ans. Je crois que je faisais des LC tout planche, des trucs, parfois je faisais des petites pro, et puis je pense qu'à un moment j'ai quand même vu des vidéos YouTube, j'ai quand même fait des planches tous les jours, hein. Je m'entraînais juste dans mon code, dans mon studio à un moment, au sol. Et il y a quand même des périodes où j'avais quand même bien progressé, ça je m'en rappelle. Il y a quand même des périodes où j'avais bien progressé. Ouais, je pense qu'à un moment, je commençais à faire des routines où je m'entraîne sans matériel tous les jours, mais je prenais des petites push-up bars et je faisais des planches comme ça. Et là, je crois que je faisais des maintiens. Toujours, je crois que j'ai gardé la paille planche pendant extrêmement longtemps, mais il y a quand même des moments où elle remontait un petit peu plus, quoi. Ça ressemblait presque plus à une frog planche à un moment. Ouais, frog planche, j'ai utilisé beaucoup aussi, ça, la frog planche. Donc c'était un peu la paille planche, mais avec les genoux pliés. Bref, en fait, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire, avec des mauvaises activations, des mauvaises fréquences, etc. Aucune progression. Des combos, j'ai fait quand même beaucoup de combos aussi, ce qui est chouette aussi. Ça, c'est un truc que j'ai pas trop parlé dans les fronts ou les planches. Peut-être que on va en parler peut-être dans un prochain podcast, l'aspect combo, fun, jouer. Et c'est un truc que j'aimerais bien explorer un peu plus dans le futur ici, à moyen terme. Enfin bref, bah, c'est dur un peu de mettre. Enfin, de structurer un peu mon passé de planche alors qu'il a été très anarchique. Ensuite, voilà, je crois que j'étais tombé sur pas mal de routines planche tous les jours, je les ai implémentées, ça a marché, ça marchait pas, un peu moins. Avec mon pote Exili Martin, petite dédicace, bon, on s'entraînait souvent au bloquerie, et Pierre aussi que je coach actuellement, Pierre Forever Young. Donc on s'entraînait au bloquerie, on faisait, enfin, dans une salle de gymnastique, et on faisait aussi des planches tous les lundis, mardis. Et on faisait aussi un peu des pike planches, des routines comme ça, on s'entraînait. Je pense qu'on n'a pas utilisé l'élastique, non, on ne connaissait pas encore ça. On a fait ça pendant longtemps. Et puis je crois que j'ai vu la routine de Manny Bars, là où il avait parlé comment il avait eu sa planche. Je pense que je l'avais fait aussi tous les jours, et ça avait quand même bien marché, mais c'était toujours sur du court terme en fait. Quand tu planches 4-5 séances semaine, tu as les épaules en feu tous les jours, tu progresses très très vite à court terme, et après tu observes vite plus trop de résultats. Et donc il y avait bien sûr un peu trop de fréquence à ce moment-là, et voilà. Mais c'était quand même une bonne expérience d'être passé par là. Donc j'ai quand même appris pas mal de choses, et en même temps, peut-être que voilà, j'avais toujours beaucoup d'objectifs en concordance, hein. Donc chaque fois que je faisais des plans, j'avais toujours un peu de dips ou un peu des périodes street lifting, ou des périodes où enfin, j'avais toujours beaucoup de volume de tirage, voilà, plein de choses là-dessus aussi. Et ensuite, bah, j'ai essayé à un moment le programme de planche pro de Fitness FAQs. Et là, je pense que c'est la première fois où j'ai pu, on va dire, observer un peu une sorte de straddle à la fin d'un programme. Donc j'ai suivi son programme, et donc là il y avait quand même beaucoup de planches lignes, il y avait toute sa méthodologie où il progresse à travers des planches lignes, avec certaines variantes dynamiques très très spécifiques en planche, 4 jours de planche par semaine. C'était quand même une bonne fréquence, c'était bien réparti, donc c'était assez très, très cohérent. Et donc là j'ai quand même bien progressé, il y avait beaucoup de variantes de LC de toute planche aussi, et tu avais des cycles d'accumulation, d'intensification, donc le programme il durait 16 semaines, donc tu avais 2 blocs de 8 semaines. Et là je pense qu'à la fin des 16 semaines, j'ai touché genre une sorte de straddle qui était un peu moins pike que ce que j'avais pu faire avant. Mais elle n'était pas parfaite, mais elle était toujours un peu plus là. Et donc après je me suis quand même beaucoup basé sur cette méthodologie là dans mes planches par le futur.
Et là, ça avait bien marché. Ce que j'avais pu aussi expérimenter, c'était des planches en grise de groove, ce qui marchait un petit peu plus, mais moins que le front lever. Donc j'étais pas super fan non plus de ça. Donc planche pro, ensuite après planche pro, voilà, j'ai refait ma programmation, j'ai été coaché par Little Beastem, et là en planche ça n'avait pas donné grand chose, mais il faisait beaucoup de variantes dynamiques aussi, du LC to planche, de nouveau des planches à max effort, donc des drop sets en planche, des trucs comme ça, c'est pas du tout efficace. C'est mieux de garder vraiment beaucoup de réserve, d'y aller de manière mollo. Mais c'est là où ça, je m'en suis rendu compte aussi après. Donc les planches en max effort et tout, c'est pas l'idéal non plus. Ensuite, j'ai été sur les programmes de AppCode Fitness et de nouveau là j'avais fait mes cycles de masse, donc sacrifier du court terme. Et donc après les approches avec Little Beastem et tout, puis j'ai refait quand même des cycles par moi-même ou quoi. À un moment j'avais quand même été plus loin que dans planche pro, en me rebasant un peu dessus, en ayant toujours d'autres objectifs. Planche pro, quand je l'ai fait aussi, j'ai toujours travaillé aussi à côté d'autres objectifs de nouveau, en tirage. Après, j'ai quand même respecté toute la programmation en termes de poussée, mais j'ai quand même fait du handstand avec. Et pendant longtemps, j'ai fait aussi trop de handstand, je dirais, tout en voulant progresser en planche. Donc, je faisais souvent 2 séances par jour, avec une séance de handstand en matinée et puis des séances planches au soir. Ce qui marchait aussi, mais ce qui était quand même un petit peu interférent, on va dire. Donc à refaire, j'essaierai de ménager un petit peu plus cette partie-là. Ensuite, voilà, je disais l'AppCode Fitness, prise de masse, cycle de masse, force, skill. Donc là, j'avais sacrifié un peu mon court terme, j'avais perdu un peu ma planche à court terme. Et puis vers la fin, pour le cycle de skill, là, j'ai quand même bien progressé en planche. Et en fait, je pense que l'AppCode Fitness, ça se rapproche un peu plus de ce que je fais maintenant, c'est que ils ont toujours un peu un conditionnement, un petit circuit, on va dire, une petite partie technique dans tous les cycles. Hein. En cycle de masse, tu as déjà cette partie-là. Et je crois que c'est un peu ce qui marche le mieux en fait. Cette partie technique, en gros, c'était juste faire 2 séries de planches lignes, 2 séries de tuck planches isométriques, enfin 2 séries de planches isométriques, avec élastique ou non, ou enfin une variante qu'on veut, et 2 séries de dynamiques. Et en fait, ça nous permettait d'avoir peut-être 6, 8 séries, et tu répètes ça 2 fois semaine, et tu gardes toujours un peu de réserve. Et eux, ils parlaient quand même pas mal de l'importance de garder de la réserve, etc. Et en fait, le fait de répéter cette structure-là dans un cycle de masse, 2 cycles de masse, 2 cycles de force, et des cycles de skill, c'est que tu respectes quand même une certaine structure pendant longtemps, et que tu gardes toujours un peu de réserve, et donc tu pratiques de manière qualitative. Et c'est ça qui est hyper important en skill en fait. Et c'est ça que je fais maintenant avec moins de variantes que dans l'AppCode, donc plutôt que faire dynamique, etc., je préfère, voilà, tu fais 4-5 séries d'isométriques, et puis c'est tout. Tu passes à ta force après, en fait. Et c'est ça qui est bien. Et c'est juste que tu dois garder cette constance dans ton mouvement. Tu dois garder ces 2 séances par semaine, ces 5 séries que tu vas peut-être parfois augmenter, ou tu vas progresser d'une seconde ou quoi, mais que tu vas faire de manière régulière, sans aller à l'échec, avec de la technique, et pendant très longtemps. Et finalement, c'est ça le secret, c'est que s'il y avait un secret, c'est ça, c'est un peu, voilà, tu y vas, tu pratiques, parfois il y a des jours un peu moins bons, des jours bons, et même si c'est bon, il faut pas y aller, faut pas tester ta force, faut la développer. Et ça, c'est un truc, ouais, peut-être ça, c'est aussi un super bon mot, parce que je crois que dans mes 10 ans de calisthénie, et mes peut-être 7 ans de planche, j'ai peut-être fait 5 ans où je testais ma force. Et ça, enfin, non, avec le recul, peut-être un peu moins maintenant. Enfin, non, peut-être 5 ans, et maintenant je la développe bien, on va dire, j'essaye. Donc voilà, c'est un petit peu le mot. Bref, toute mon histoire, finalement, c'est un peu pour vous dire ça, hein, et ça illustre un peu toutes les erreurs que j'ai pu faire, et finalement, ça vous montre un peu l'approche où on en est aujourd'hui, que je vous ai partagé ici en 1h20 déjà. Et ouais, elle a duré aussi longtemps que le front. Voilà. Donc, de nouveau, la connaissance, ça nécessite d'écouter un podcast difficile à digérer, et voilà, finalement peut-être pas super structuré à la fin, mais je pense que voilà, ça vous donne quand même une idée de ce qui est bien à faire en planche ou pas. Donc voilà, c'est tout ce qui est fréquence, etc. C'est toujours des petites cartes en plus.
Mais de manière générale, la méthodologie, elle est là, et comprendre la technique, c'est aussi très fondamental. Parce que ouais, finalement, même pendant Planche Pro, c'est seulement quand j'ai commencé à travailler avec Stenix que j'ai compris vraiment cette bonne technique. Même avec Little Beastem, voilà, tous les tutos, les protractions, etc. On les voit, mais on les intègre pas spécialement réellement avant de se faire vraiment coacher. Et au début, on se dit, ouais, c'est pas très grave, je pourrais corriger après, ou c'est moins important. Mais quand quelqu'un me met le point dessus directement, et qu'il insiste sur le fait de bien les avoir, et c'est ce que je vous ai parlé un peu aujourd'hui aussi, c'est que, ok, vraiment, votre tuck planche, il faut vraiment prendre le temps de bien la maîtriser, hop. Et ça peut vraiment valoir la peine d'avoir quelqu'un qui vient mettre le doigt dessus et qui vous dit, ok, faites-le vraiment, vraiment, vraiment bien avant de passer à la suite. Parce que quand vous dites, ok, bah là ma dépression elle est peut-être pas top, mais c'est pas grave, je passe à la suite, je corrigerai après, bah en fait non, ça marche pas du tout comme ça. Et parfois si vous le voyez pas, bah, vous le savez pas non plus. Donc ça c'est aussi une chose en plus. Et puis ouais, vraiment c'est de la patience dans l'évolution, et puis voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, bah, moi je me surprends, hein. Donc ouais, c'est vrai que je vous ai parlé du coaching avec Stenix. Donc avec Stenix, en fait, je touchais presque. Ouais, on va encore prolonger un petit peu. Donc je touchais presque la straddle. Enfin, j'avais déjà eu des semblants de straddle avant, de 4-5 secondes, mais avec une belle antéversion, un bassin un peu haut parfois, un peu bas. Mais j'ai quand même eu, on va dire, une straddle un peu dégueulasse, mais je l'ai eu, on va dire, avant eux. Et après, avec eux, bah, quand ils m'ont testé la straddle, ils m'ont dit, ok, on va redescendre, on va recommencer par la tuck planche. J'étais, ah, ok. Et puis on a recommencé avec la tuck, et j'ai vite reprogressé vers la advanced tuck. Et au début, même la advanced tuck était très compliquée. Et, euh, et puis bah, la advanced tuck, une fois qu'elle était plus ou moins là, bah, la straddle était là, quoi. Donc j'ai recommencé avec des straddles de 2 secondes, mais pas très belles non plus. Et puis pendant un an, bah, on a un peu travaillé là-dessus. Et finalement, il y a un moment où on a quand même pu travailler avec la straddle planche en libre, mais de nouveau, elle n'était pas super parfaite. Donc si je m'étais déjà vraiment suivi leur méthodologie à la lettre. C'est avec eux, mais ils savaient que que j'étais un peu pressé, que je faisais parfois des tentatives comme ça. Et voilà, ils voulaient me donner comme des récompenses, donc on travaillait quand même pas mal avec la straddle, mais on a toujours travaillé la advanced tuck planche et encore aujourd'hui. Donc un an et demi plus tard, donc important. Et un truc qui est cool aussi, c'est que je pensais jamais toucher par exemple Enfin maintenant je programme pour moi-même et je me base un peu sur les derniers plans qu'on avait fait avec. Puis j'avais fait une pause trick lifting aussi dans la progra, etc. Euh, Puis on avait fait. Enfin ouais, donc voilà. On a utilisé beaucoup l'élastique finalement maintenant. Après vous n'hésitez pas à suivre un peu tous les épisodes que j'ai fait sur ma chaîne YouTube avec les évolutions, etc. En fait, tout est documenté, hein, tout mon passé quasiment depuis Planche Pro, je pense qu'il est bien documenté sur ma chaîne YouTube. Donc en fait, on peut voir un peu tout ce que je dis. Et juste maintenant, ouais, un petit aparté, c'est que moi je m'étais toujours dit, ok, je vais me contenter d'une straddle, c'est génial. La full, je pense que c'est pas pour moi. Ça a l'air trop complexe, ça a l'air de prendre trop longtemps et tout. Et dans les derniers mésos qu'ils m'avaient mis, ils m'avaient programmé de la full avec élastique. Et avec Elastic, j'avais souvent eu du mal à bien implémenter les progressions. Et après le street lifting, quand ils m'ont mis la full avec Elastic, bizarrement, ben, j'ai assez vite intégré le mouvement. Avec un élastique qui m'aide quand même bien. Donc et là, ils mettent de 16-18 kg. Ça serait qu'on aurait pu faire une note pour voir un peu l'assistance de l'élastique. Je vous invite à aller voir la vidéo de Simon Otto, au moment où il en parle aussi. Et puis, ouais, ils m'ont bien trouvé aussi des infos sur l'aide des élastiques. Donc élastique, ouais, 18 kg et je fais une full qui était pas trop dégueu. Et donc let's go quoi. Par moi-même, bah, je programme avec élastique et puis je fais la advanced tuck planche. Et là ça avance bien. Donc juste avec deux mésos, un méso, j'ai retrouvé ma straddle et j'ai fait une petite tentative de full sans élastique et qui a tenu une microseconde. Dans ma tête c'était un peu plus long, mais il y avait quelque chose quoi. Et donc je me dis maintenant actuellement, je pense que je peux quand même viser l'élastique. Malgré que j'ai quand même bossé une straddle qui était plus straddle qui n'était pas hyper close non plus et que ma straddle a encore beaucoup de défauts. Donc je sais que ma straddle doit encore être beaucoup améliorée. Mais je sens que je peux quand même toucher un peu cette full. Donc voilà. Pour comme quoi, ne vous découragez pas, même si vous faites 5 ans de conneries, vous pouvez vite vous rattraper en un an et demi. Et je pense qu'en un an et demi, même si vous avez une bonne
une certaine base et que vous avez fait beaucoup d'erreurs, vous pouvez peut-être vous surprendre en un an et demi à débloquer une straddle. Avec Stenix, je pense qu'après 6 mois de coaching, on a réussi je travaillais avec une bonne advanced stock et je touchais déjà la straddle, quoi. Après peut-être 9 mois, là, on bosse avec la straddle en libre. Et après un an et demi avec des petites associations, objectifs, etc., là je peux commencer à bosser la full avec élastique et éventuellement peut-être commencer à espérer toucher la full en libre. Mais voilà, ça c'est peut-être un peu gourmand, mais en tout cas je pense que je pourrais la toucher, mais sans l'avoir en perfect forme, en tout cas, ou bien activée, etc. Mais on peut déjà la toucher, et ça c'est cool. Ça dépend aussi de vos critères de nouveau, dans tout ce que vous avez, comme dans tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. À vous de vous faire votre propre chemin vers la planche. Donc voilà, c'était tout pour le podcast, le Calisthenics Sense podcast épisode 48 sur la planche, pardon. Petit teasing pour la suite, on va sans doute bientôt refaire un épisode commun et on a reçu une belle routine à critiquer, donc ça c'est chouette. Et donc n'hésitez pas à nous poser des questions, soit à envoyer un petit mail ou quoi, ou même nous envoyer une routine. Ici on en a reçu une qui est très complexe, on va pouvoir en parler. Éventuellement, pourquoi pas, si quelqu'un nous envoie une deuxième, nous la renvoyer et recommencer de nouveau. Après, si vous êtes encore là après 1h30 de podcast sur la planche, c'est que vous êtes très très chaud planche. Donc si vous voulez envoyer une routine sur la planche et qu'on la critique ensemble, ça pourrait être sympa. Donc voilà, c'était tout pour ce podcast. Passez une bonne journée, bonne semaine, des bons entraînements et planchez bien. C'était Zero Workout et sur le Calisthenics Sense podcast. Ciao.